Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Voilà, c'était un bon exercice, c'était un échauffement. Mais putain, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, mais quelle honte. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast quasi mensuel de La Cellule. Aujourd'hui, je suis avec Globo. Oui, bonjour à tous. J'ai l'impression de répéter la même chose là. Ouais, il y a comme une petite qui s'est répété. De déjà entendu, tu voilà, sais. On parle exactement. De déjà vu, nous, c'est du déjà entendu. Voilà, bon bah Globo, très heureux de t'accueillir à La Cellule et de ne pas t'avoir à distance via les trois trolls. Notre gogo nous manque quand même quand on est comme ça. Mais il faudra qu'on fasse un IRL avec il va falloir le rejoindre, le petit troll des montagnes ou des collines. C'est un troll des collines. C'est un troll des collines. Donc Globo, on ne te présente plus. Pour les auditeurs de La Cellule, tu nous avais ramené le fabuleux podcast sur la permaculture. Oui. Tu nous avais ramené le fameux podcast Shitstorm, qui n'en était pas un, mais sur Sombre. Souvenons-nous. Donc voilà. Donc c'est quelques numéros où je participe comme ça, à droite à gauche, en passant. Surtout à gauche. Plutôt à gauche. Et donc voilà. Alors Globo, donc tu es un théoricien du jeu de rôle aussi, puisque tu défends la théorie du porte-monstre trésor. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que cette théorie du porte-monstre trésor ? Alors à la base, c'est un troll parce que c'est souvent quelque chose de péjoratif en jeu de rôle. Quand on parle de porte-monstre trésor, on parle d'un truc chiant où les mêmes activités se répètent à l'infini, ad nauseam, sans variation, sans peps. Et donc moi, ça fait un petit bout de temps que je la traîne celle-là, parce que je l'avais ressortie pour expliquer qu'en fait, tout est PMT. C'est-à-dire que si dans le jeu de rôle, tu enlèves un changement d'état ou de lieu, c'est-à-dire que tu enlèves une porte, les portes, pourquoi pas. Si tu enlèves les monstres, l'adversité, pourquoi pas. Et si en plus tu enlèves les récompenses, eh bien il ne reste plus rien. Donc je théorise depuis un certain nombre d'années que en fait tout est porte-monstre trésor. Alors tu peux généralement peut-être retirer un des éléments, mais si tu enlèves les trois en même temps, il ne se passe plus rien. D'où ma proposition de créer un jeu de rôle qui s'appelle Géranium RPG, où tu joues des pots de fleurs sur un balcon, et donc tu ne te déplaces pas, il ne se passe rien, il n'y a aucune adversité. On part du principe que dans ce jeu de rôle-là, qu'il n'y a même pas de parasites pour les géraniums, que ça n'existe pas, et que finalement tu ne seras récompensé en rien, puisque ton eau t'est due tous les soirs. Excellent. À la coucher du soleil. Et donc tu parlais justement d'en faire des suppléments. Voilà, Chrysanthème RPG où tu peux jouer des pots de fleurs sur une tombe. Bon, t'es un petit troll, hein, parce que ce que tu décris, c'est pas tellement du porte-monstre trésor, c'est secret, adversité et récompense en fait. Voilà. Résumer comme ça. Secret ou voyage, tu vois, ça peut être dit dans le sens du voyage du héros, tu vois, ou ça peut être un voyage physique, mais ça peut être un voyage personnel. En ayant toutefois conscience, bien sûr, qu'il y a des limites, comme les jeux de Gaël Sacré, par exemple, dont on parlait. Ouais, Happy Together, effectivement, où il y a ni porte, ni monstre, ni trésor. Et ça fait même partie, je crois, de la mécanique du jeu, qu'il n'y ait pas de monstre, parce que je crois que c'est un jeu feel good. Ouais, il n'y a pas d'adversité, t'en prends pas plein la gueule. C'est ça, l'anéantissement, enfin l'élimination de l'adversité fait système dans Happy Together et crée ce sentiment mélancolique, contemplatif et compagnie. Happy, décidément, tueur de théorie, puisque le jour même de la sortie du Maelstrom, comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, Happy tout court d'ailleurs sortait et donc contredisait la dimension collective de la définition que j'avais donnée au jeu de rôle. Donc voilà. Merci Gaël, de nous briser nos théories. On est toujours là, très content pour. Mais c'est ça la science, tu vois. Une théorie est vraie jusqu'à ce qu'elle soit contredite. C'est-à-dire le jour même, en général. Et c'est pas le domaine de l'IA qui va nous contredire de ce point de vue, étant donné des progrès incroyables qui sont faits de jour en jour. Aujourd'hui, tu m'as ramené, Globo, un jeu qui s'appelle Shards of Infinity. Il s'agit d'un TCG. Oh non, je me suis encore trompé. Oui, zut. Et ce n'est pas un TCG. C'est quoi alors ? C'est un jeu de deck building. C'est un jeu de deck building qui est publié par Yellow. Le premier célèbre jeu de deck building qui a marché, c'est Dominion. Ouais, Dominion. Ouais. Aujourd'hui, il a un petit peu vieilli. Ça peut être sympa de jouer encore à Dominion, mais ça a un peu vieilli quand même, Dominion. Ah ouais, ouais, okay. ouais. Je savais pas que...
Mais Shards of Infinity, qui est édité en 2018 aux États-Unis, en France, je ne sais pas quand, mais moi je l'ai découvert cette année par une amie et j'ai eu le coup de foudre. Et comme je sais que tu es fan de jeux de cartes, puisque c'est grâce au Val, j'ai principalement joué au Val parmi tes jeux. Je sais que tu es un grand joueur de Magic, donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir Romaric puisque je passe par là et je vais prendre Shards of Infinity dans ma besace et je suis sûr que ça va titiller sa fibre. Et oui, et ça m'a beaucoup plu, effectivement. C'est un excellent jeu de deck building. Alors, en jouant à ce jeu, je pensais à tous mes amis qui sont fans du jeu deck building Saint Seiya, que moi, je trouve... je suis désolé, hein, je suis fan, vous le savez, de la licence Saint Seiya depuis très longtemps, mais je trouve vraiment que le jeu deck building, hormis son matériel qui est somptueux, les cartes sont belles, tout est bien marketé, tout est bien joli, etc. Mais le matériel est beau. Mais franchement, le jeu gameplay n'est pas au rendez-vous. Pas ouf, vraiment. Il y a des personnages qui sont très déséquilibrés, des stratégies. Voilà, je trouve pas ça dingo. Alors, précisons tout de suite que tu as fait une quinzaine, peut-être une vingtaine, je sais pas, de parties de Shards of... je dirais pas 20. Avec les quelques-unes qu'on vient d'ajouter là, peut-être, allez, une quinzaine. Et surtout, j'ai pas joué avec beaucoup de gens très différents, quoi. J'ai joué avec ma chérie principalement, un peu son fils Et là, tu as vu justement avec moi une différence ? Oui, j'ai vu le professionnel, le mec qui analyse les jeux, qui triche donc. Qui a une vision. Non, c'est pas de la triche, mais qui a une vision et qui se pose tout de suite des challenges et des allez, je parlais dessus, et je fais ça. Et du coup, sur les 3 parties qu'on a fait avant ce débrief, tu m'as battu 2 fois. Et 2 fois de manière dont je n'avais jamais été battu en jouant en duel. Donc ça, c'est très cool. Ça veut dire que le jeu, favorise une certaine forme, certains états d'esprit, ou en tout cas que certains états d'esprit peuvent entrer dans le jeu de façon différente et donc y découvrir des mécaniques différentes. Ouais. Alors moi, immédiatement, y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Bon, on va peut-être expliquer un petit peu d'abord très rapidement les mécaniques, même si c'est pas très podcastique. Donc dans Shards of Infinity, on dispose de points de vie tout d'abord. On joue un personnage qui commence avec 50 points de vie, donc il y a une dimension point de vie. On peut amener l'autre à 0 points de vie pour le battre, c'est un premier élément de victoire. Il y a une deuxième condition de victoire qui est ce qu'on a appelé entre nous la majesté, donc pour les gens qui connaissent les Val, qui est l'obtention en fait de points de lumière. Comment ça marche ça ? Tu peux soit acheter une fois par tour un point de lumière en payant 1 de cristaux. Un cristal qui est l'équivalent de la mana. Le cristal, voilà, c'est la ressource du jeu. Voilà. Soit une fois que tu as recruté certaines cartes qui vont t'en donner régulièrement, quand tu pioches la carte, tu augmentes ton niveau de lumière. Quoi. Et quand tu es rendu à 30 niveaux de lumière, si tu pioches une carte qui s'appelle l'éclat de l'infini, qui est une carte que dont chaque deck dispose au départ, puisque c'est une carte de base, tu as gagné puisque tu peux coller une quantité infinie de dégâts à un nombre de cibles infini. Tu tues tous les adversaires à la table, tous ceux qui restent. C'est une façon de finir la partie apocalyptique, on va dire, qui est très intéressante. Et tu m'as battu une fois comme ça, et je trouve ça intéressant parce que à 2, je joue principalement à 2 avec ma chérie, et on n'avait jamais réussi à atteindre 30 de lumière à 2. Ah ouais, ok. En duel, tu vois, il y en a toujours un qui se fait meuler avant un coup de dégâts, et donc c'était une des premières fois. Je pensais pas qu'à 2, c'était une stratégie viable que de viser le 30 en lumière. Et moi, je pense que c'est tout à fait viable. Il y a notamment une civilisation ou je sais pas comment on dit, un peuple qui permet de le réaliser. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, comme dans un jeu de deck building, on va dire classique, chaque joueur commence avec 10 cartes qui vont être définies dès le départ du jeu. Parmi ces 10 cartes, nous aurons l'éclat de l'infini dont on a déjà parlé, donc qui est la carte qui permet de finir si vous avez 30 points, et qui, en attendant, si vous la piochez, vous permet de faire des dégâts. Et plus vous avez de lumière, plus celle-ci vous fait des dégâts. Sachant que vous faites 2 dégâts au départ, si vous avez 10 points de lumière, vous faites 3, 20, 5 et 30, c'est l'infini.
l'infini, donc c'est quand même difficile de le monter et d'en faire quelque chose de bien. Dans la même veine, vous avez un réacteur d'éclat qui est une sorte de gigantesque quantité de mana ou d'énergie. En fait, c'est l'énergie, les éclats, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des cartes qui vont être dévoilées au fur et à mesure du jeu. Donc là, au début, le réacteur ne fournit que 2 éclats, donc quand vous l'utilisez, vous avez le droit d'acheter un truc qui coûte 2 en gros, mais plus vous avez de lumière, plus son éclat est puissant, parce que c'est un réacteur d'éclat. Donc 5 de lumière, ça fait 3 éclats, et 15, si vous avez 15 de lumière, eh bien, vous avez 4 mana avec cette carte. Donc une même carte va avoir une évolution en fonction de la quantité de lumière que vous avez réunie. C'est là déjà un premier élément grandement intéressant dans ce deck. Et ça permet d'accélérer les parties en fin de... C'est-à-dire de ne pas commencer trop fort tant que les gens n'ont pas vraiment commencé à construire leur deck, et en fin de partie, quand la partie est bien installée, d'accélérer un peu les choses pour que ça ne s'enlise pas trop, quoi. Ouais. C'est vraiment très très malin, ça. J'aime beaucoup ce truc. Alors, je trouve que ça m'a fait penser un petit peu à l'Orcana aussi, donc le jeu Walt Disney, dans la mesure où le jeu de cartes, le TCG, donc Disney, dans la mesure où ça fait 2 façons en fait de concourir à la victoire, et il y a ça dans l'Orcana aussi, puisqu'on peut gagner aussi à l'éclat d'ailleurs. Et il y a ça dans le Val des Étoiles. Et il y a ça dans le Val des Étoiles. Et ça te fait penser au Val, ce truc ? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, mais ce qui m'y fait penser, c'est les deux conditions de victoire. Soit tu détruis les points de vie de ton adversaire, soit tu exploses en majesté. Mais alors là, ce que je trouve très intéressant dans Infinity, dans Shards of Infinity, que ne fait pas le Val des Étoiles, c'est que la puissance de tes cartes va aussi dépendre de ces deux variables. Cartes. C'est pas toutes les cartes, mais certaines sont de base dans le deck. Donc elles sont importantes, tu vois. Oui. Parce que les cartes, certes, il y a des cartes qu'on va acheter, mais il y a aussi les cartes qui sont de base dans le deck. Et parmi les cartes qui sont de base dans le deck, elles jouent justement avec cette variation. Et puis enfin, en fait, les 7 autres cartes que vous avez dans votre... Ah non, il y en a une autre que j'ai oublié. Il y a le phaser, le blaster. Le blaster qui fait juste 1 point de dégâts. On verra qu'il est nul, en fait, parce que c'est une carte pour 1 point de dégâts. C'est vraiment le truc le plus pourri. Au début, bon, voilà, c'est intéressant. D'avoir une carte un peu pourrie dans le deck. Et puis c'est intéressant d'avoir des cartes pourries au départ pour t'inciter à mettre en œuvre des mécaniques pour te débarrasser des cartes qui ne t'intéressent pas. Alors c'est vrai, mais pas uniquement. C'est aussi ce qu'on appelle une cloque dans les jeux comme ça. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, par défaut tu meurs. Ça te pourrit la vie. Non, ça pourrit la vie de l'adversaire. Le phaser, mine de rien, si tu ne fais rien en tant qu'adversaire, tu perds face au phaser et face à l'éclat de l'infini. C'est-à-dire que tu as une cloque. En fait, quelque part, ce que te dit le jeu dès le départ, c'est défends-toi. Mais très légère. C'est-à-dire que si tu ne fais rien, tu vas mourir, mais ça va quand même prendre du temps, quoi. Ouais, mais... On le voit sur les premiers tours, d'ailleurs. Tu prends sur les 3 ou 4 premiers tours, quoi que tu fasses... Tu prends tes 6 points de dégâts. Imagine un jeu dans lequel les premières cartes, en fait, c'est juste des cartes d'achat. On pourrait tout à fait imaginer des joueurs qui font je fais rien, il se passerait rien. Là, en fait, le jeu met une cloque. C'est-à-dire que dès le départ, si tu fais rien, tu meurs. Un peu comme la mise au poker. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il te met dans une situation où si tu fais du surplace, si tu cours pas aussi vite que l'autre, tu tombes. Tu tombes du vélo. Tu tombes. Hein. Et donc, je ne connaissais pas la théorie de la cloque. Et merci Romain. Non, mais c'est des trucs de Magic. Et puis, voilà, c'est un truc... Ça pose aussi l'agressivité de l'univers. Ça pose un certain univers dans lequel on sent que chacun est en compétition pour l'éclat. Tu vois, je veux dire, immédiatement, on pose les joueurs dans une situation d'adversité. On ne peut pas, il n'existe pas de stratégie diplomatique où tu vas chercher à entourlouper l'autre ou quoi que ce soit. Non, on est des adversaires. Tu vois ce que ça pose comme dans l'esprit. Et donc du coup ça nous pose direct dans une société de la prédation un peu je pense colonialiste, très guerrière, c'est très combat, etc. Et du coup ça nous met dans un certain état d'esprit en fait. Le fait de prendre un dégât, mais de rien, c'est le First Blood, ça réveille quoi. Voilà. Et puis donc les dernières cartes que j'ai pas encore décrites, c'est les cristaux donc qui vous ajoutent juste +1 en énergie, ce qui encore une fois qui vous permettent d'acheter des cartes. Donc vous avez au début un réacteur d'éclat qui vous permet d'acheter des cartes, un éclat d'infini qui fait des dégâts et qui fait la cloque, un phaser qui fait une petite cloque qui est tout pourri donc il faudra se débarrasser assez rapidement, et enfin les cristaux qui vous permettent d'acheter d'autres cartes. Et c'est là que vous faites vos choix parmi 6 cartes qui sont étalées. En permanence étalées, en permanence il y a 6 cartes
parmi lesquels on peut, sur lesquels on peut investir ces cristaux. Et ça, à 4 joueurs, c'est la même chose. On a 6 cartes pareilles. Voilà. Okay. Le dispositif de départ est immuable, peu importe le nombre de joueurs. Ouais, ça c'est vraiment très sympa parce qu'en fait du coup ça nous pousse aussi à l'achat de cartes. Voilà. Là aussi pareil, truc très intéressant qu'introduit Shard of Infinity, c'est possible que ce soit dans d'autres jeux, mais voilà, c'est la première fois que je vois ça. C'est que les cartes que l'on achète, on peut soit les acheter définitivement dans son paquet, soit acheter leur effet uniquement pour ce tour-ci. Ouais. Ça, en sachant que si au moment où on achète une carte, elle part à la défausse, donc on en bénéficiera à la prochaine fois qu'on va reshuffler tout le paquet quand on la piochera. Si on en a besoin tout de suite, on peut l'acheter, mais c'est un éphémère. À la fin de son tour, elle partira à la défausse générale. À la défausse du joueur. Donc elle ne sera pas récupérable. Elle sera retirée de la partie. Alors, je crois qu'elles peuvent être remises en jeu quand toute la pioche est épuisée en fin de partie. Mais moi, j'ai jamais vu les seules fois où j'ai vu qu'on épuisait toute la pioche du jeu, c'est quand on joue à 4. À 3, je ne l'ai jamais vu, et à 2 encore moins. En tout cas, voilà, c'est acheter une carte pour son coût, pour faire son effet immédiatement, mais c'est aussi, à long terme, se passer de cette carte. Exactement. Donc c'est tuer la poule aux œufs d'or. Oui et non, parce que il y a deux choses quand tu fais ce choix-là. Le premier, c'est que tu as besoin de cet effet-là tout de suite. Tu ne peux pas te permettre d'attendre 4 ou 5 tours que ça revienne par l'effet normal de la pioche, et de une. Et de deux, peut-être que cette carte t'intéresse ponctuellement, mais que tu n'as pas envie de l'avoir dans ton deck parce que elle dilue ton deck et... Mécanique très Alors voilà, mais mécanique très intéressante néanmoins qui te dit en tout cas, si tu veux bénéficier d'une carte à long terme, tu dois attendre de la repiocher. Voilà. Quand tu investis tes éclats dans une carte à long terme, elle va dans ton cimetière, tu dois attendre de la repiocher, mais tu l'auras pour toujours. Voilà. Elle sera quelque part un permanent, un acquis de ton deck. Si tu peux prendre une carte rapidement, ça te coûte beaucoup de ressources, puisque ça te coûte le coût est le même. Énorme, voilà, c'est ça, pour uniquement faire son effet une fois. Je trouve que ça implique une espèce de calcul qui est très intéressant du point de vue de est-ce que j'ai besoin de ça maintenant, mais au risque de passer plus tard, ou tu vois, à chaque moment, chaque achat de carte du coup devient intéressant, je trouve. En sachant que plus tu avances dans la partie, et plus de toute façon, les cartes que tu vas acheter, si ça se trouve, tu les joueras qu'une fois. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc plus ça va et plus on est... Donc plus ça va. En début de partie, ça vaut peut-être pas trop le coup d'acheter ces mercenaires. En fin de partie, ça vaut vraiment le coup parce que si tu l'achètes pour la mettre dans ton deck, peut-être que tu vas la tirer une fois. Quand tu la tiré 2 fois, c'est... C'est vrai que j'ai oublié de dire que c'était certaines cartes qui permettaient de faire ça. Ouais, c'est pas toutes. C'est pas toutes. C'est les mercenaires. Voilà. Alors après, ce qu'on peut trouver, c'est que c'est un peu comme Race for the Galaxy. C'est un jeu dans lequel le lore et moi je ne connais pas l'histoire du jeu, je pense que toi non plus t'as pas... il est un peu cosmétique, tu vois, il y a un tout petit peu de lore en bas des cartes de compteurs. J'avais même pas lu les textes d'ambiance et tout. Voilà, il y a 2 lignes de texte. En fait, il y a 4 héros qui sont proposés qui correspondent aux 4 peuples entre guillemets qui sont repris dans les cartes. Mais c'est juste une esthétique différente avec un compteur de points de vie, un compteur de lumière, mais tout en bas de cette petite planchette, il y a quand même un petit texte de lore. Ok. Si on veut se fatiguer à lire du lore, hein. Comme tout le monde le sait, le fluff c'est caca. Ah, ça c'est pour toi, ça c'est toi qui dis ça. Oui, c'est ton truc ça. Ouais. Le fluff c'est caca. D'accord. C'est intéressant, j'avais pas lu les trucs. Bon, ceci dit, donc on a des mécaniques de jeu qui sont en gros, on a les personnages violets qui sont très agressifs, beaucoup de dégâts directs, très francs. Voilà, et qui permettent aussi de détruire des cartes de son jeu, donc de nettoyer son jeu. Voilà, très crunch comme on dit en général. Voilà. Ça tabasse. Ça tabasse et en plus ça permet de cruncher ces cartes, donc de définitivement en fait les retirer de son paquet, ce qui permet d'affiner en fait son paquet pour le rendre chaque carte utile, quoi. Donc ça, ce sont les violets. Qui ont un nom d'ailleurs, c'est les Spectra. Les Spectra. Voilà. Les verts. Les maquis. Les maquis.
Donc eux, ils vont comboter entre eux, c'est-à-dire que plus tu as de verres, plus les cartes sont puissantes. Généralement, tu as 2 effets sur la carte, tu as un premier effet, et s'il y a des autres verres dans le coin, tu as un effet bonus. Ouais. Et ça va être principalement d'huile, des dégâts et de la pioche de cartes. Donc ils font les 3 eux. Ouais. Souvent, tu as... Et ils font tu souvent... vois faire des dégâts, piocher une carte, et si vous avez joué d'autres potes à Ah oui, vous mais piocher une seule carte. Oui, piocher pas... une seule voilà, carte, mais quand même... mais ils gagnent ils attaquent et ils gagnent des points. Alors vous allez me dire, mais ils gagnent, ils soignent, quel intérêt? Donc du coup, ils sont comme c'est un peu comme si ils faisaient des dégâts et en même temps ils gagnaient des points de vie, alors que les autres font que des dégâts. Oui, mais les autres font beaucoup mieux les dégâts. Ils font des dégâts beaucoup plus puissants. Les verts font des dégâts un peu moins puissants, mais gagnent des points de vie aussi au passage. Donc les spectras, donc les violets, ils permettent aussi de cruncher son deck, d'enlever, de dépolluer ton deck. Que les verts ne font pas. Et les verts, donc ils s'appellent comment? Les maquis. Les maquis, voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a les jaunes, donc les Homodeus. Les Homodeus, qui sont des robots, l'équivalent des artefacts, un petit peu dans Magic. Ce sont des robots qu'on va mettre ensemble, qui vont comboter ensemble, et qui vont en fait vous produire à la fois de l'éclat, de la lumière, piocher des cartes. Plus vous avez de robots en jeu, plus en fait ils travaillent ensemble, un peu comme des ouvriers, et donc ils vous produisent de plus en plus de ressources. Le problème de ces genres de decks, c'est que du coup, ils reposent sur énormément de permanents qu'on appelle des champions dans le jeu. C'est des cartes qui restent en jeu tout le temps. Et évidemment, ces permanents peuvent être contrôlés par les couleurs adverses et donc être détruites, et notamment par les verts qui savent bien détruire les champions. Mais ils peuvent être aussi détruits tout simplement par la force brute. Le feu nucléaire, les dégâts directs peut les toucher évidemment. Donc en fait, tu reposes, pour les avoir joués là, lors de la dernière partie, j'ai vu que c'était très puissant, mais il faut pas que tu reposes aussi sur des permanents qui sont visibles, donc donc prévisibles, et qui peuvent être gérés. Donc ça peut être dangereux. À un moment donné, j'ai eu très très peur là quand tu as réussi à tous me les détruire au cours d'un tour magnifique. Et enfin les bleus, qui sont donc les alliés d'ordre, qui eux sont très l'équivalent du bleu dans Magic. Ils ont un système de bouclier, c'est-à-dire que quand la carte est dans votre main, si votre adversaire vous fait des dégâts, les Homodeus un petit peu aussi, mais moins quand même. Nettement moins. Eux, ils ont mais les bleus, ça va être surtout du card advantage, des éclats. Et ils défendent contre les attaques. Et ils défendent, Ils font un peu de lumière aussi. Moi, je trouve ils font de la lumière. Voilà. Oui, beaucoup. Ouais. Condition de victoire très contrôle. Donc vous allez encaisser, pardon, pas encaisser justement. Vous allez bouclier, vous allez contrer les effets de dégâts adverses. Vous allez piocher des cartes, avoir du card advantage, contrôler en fait votre main beaucoup mieux, et augmenter la quantité d'éclat aussi, et gagner à la lumière en fait. Et donc un peu comme les jeux contrôle dans Magic qui passent leur temps à contrôler jusqu'à ce qu'ils finissent par faire un énorme finisher, type aujourd'hui par exemple on a For Rolling Gas qui fait ça dans les jeux blanc, rouge, bleu dans Magic, ou des gros trucs où tu mets des anges, plein d'anges en jeu, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et donc c'est exactement le genre de truc. Alors moi, donc voilà, on vous a expliqué un petit peu le jeu, mais évidemment c'est pas très podcastique. Il faudrait mais allez voir un petit YouTube où on vous présente le jeu. T'as raison. Vous trouverez ça sans problème. C'est tout à fait facile. Et voilà. Alors maintenant, moi, pourquoi est-ce que le jeu me parle énormément et me plaît beaucoup ? Avec le Val, j'avais quand même pour ambition de faire, c'est ce que j'avais dit, de faire un Magic auquel ma grand-mère pourrait jouer, de faire un Magic sans la dimension merchandising, achat de cartes et compagnie. Et avec le Val, en fait, j'ai fait autre chose. Soyons clairs, on part toujours comme ça. Enfin, t'as quand même fait un jeu de duel. J'ai fait un jeu de duel, c'est vrai, mais on retrouve pas toutes les sensations de Magic, je trouve, dans le Val. Il y a plein de sensations de Magic qu'on n'a pas dans le Val. Ouais, mais c'est un autre jeu. C'est un autre jeu. C'est totalement autre chose. Et je trouve que Shards of Infinity parvient quand même à nous donner des sensations combo, des sensations contrôle, des sensations gain de points de vie, des sensations dégâts directs qui sont très similaires à celles de Magic. Et donc du coup, j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment le point fort pour moi de Shards of Infinity, c'est qu'il réussit en fait à nous proposer un Magic à 20 € en fait, parce que c'est ça, tu m'as dit, le prix du jeu c'est 20 balles. Un poil plus, mais...
Et avec vraiment une dimension deck building, un peu de choix de quoi. Si j'ai envie de jouer combo, je vais prendre des cartes plutôt combo. Si j'ai envie de jouer contrôle, je vais plutôt prendre justement les bleus. Si j'ai envie de jouer plutôt dégâts directs, j'ai envie de rusher, je vais aller prendre. Et donc, je trouve que le jeu réussit très 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 bien à proposer les différents types de stratégies qu'on trouve dans Magic. Et ça, c'est quand même un tour de force avec, je sais pas, il y a quoi? Il y a une centaine de cartes là, il y a 120 cartes à tout péter dans le truc. Grand max. Hein. Donc, je trouve ça quand même vachement intéressant. En sachant que tu es quand même incité aussi à apporter un peu de diversité à ton deck. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas sûr que ce soit très très gagnant de vraiment te focaliser que sur un type de carte, quoi. Alors, tu vas au départ, je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai pas encore assez de recul. J'ai la sensation que le jeu t'oblige à varier, mais toujours en gardant un plan de jeu. Une dominante. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme un jeu rouge-vert, tu vois, avec une dominante. Tu vois, un jeu rouge-vert, ça peut être un jeu aggro, créatures, dégâts directs et des choses pour booster les créatures. Ou ça peut être un jeu aggro, dégâts directs avec des cartes vertes pour contrôler. Pour encaisser, pour défendre. Pour gérer souvent les enchantements, des trucs comme ça. Les artefacts et compagnie. Non, parce que les artefacts, le rouge le fait bien. Bref, j'ai pas d'exemple de jeu rouge-vert trop dégâts directs sans le vert. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a une dominante, clairement. Je pense qu'il faut choisir sa dominante. Et que derrière, effectivement, on est obligé de faire un jeu qui est jamais unicolore. Alors, ceci dit, je pense qu'un jeu unicolore, si tu y arrives, par le hasard des cartes, et si ton adversaire te laisse faire, tu vois, parce qu'il arrive un moment, tu dis, il commence à avoir beaucoup de verts, est-ce que je lui en laisse encore? Ou il commence à avoir beaucoup de spectra, est-ce que je lui laisse... Ceci dit, mon propos est pondéré par le fait que, à la fois il y a la chance évidemment l'adversaire peut contrer en ne laissant pas faire, mais mon propos est pondéré par le fait que beaucoup des cartes invitent le joueur à avoir d'autres types de cartes dans son paquet. On a notamment donc les ordres, je sais pas comment on dit. Les ordres, qui disent très souvent sur leurs cartes, si vous avez joué ce tour-ci... Chacune des autres familles... Exactement. Alors vous avez un effet en plus qui souvent est balèze. C'est pas facile dans ta main d'avoir les trois familles en même temps, mais quand ça arrive, l'effet supplémentaire est souvent assez important quand même, quoi. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tac. Par contre, il y a quelque chose de Magic qu'on ne trouve pas, mais qu'on ne trouve pas non plus d'ailleurs dans le Val, et qui à mon avis fait tout le sel de Magic, c'est la dimension des réponses. C'est-à-dire que pendant le tour de l'adversaire, à part le bouclier, qui te permet donc de jouer une carte qui va contrecarrer les effets de dégâts adverses, à part le bouclier, il n'y a pas grand-chose pour répondre. Il n'y a pas d'effet où tu peux, pendant le tour de l'autre, tordre le bras de l'autre et lui empêcher de réaliser sa stratégie. Ouais, mais moi, ça me manque pas, parce que c'est souvent un peu pénible, tu vois. Enfin, le contre du bleu de Magic, je trouve pas ça. Quoique récemment, ils ont sorti des cartes où tu contres, mais il y a un petit effet. Tu t'es contré, mais tu as le droit de piocher une carte. T'es contré, mais il se passe ceci. Ouais. Et ça fait des contres un peu moins secs que le contre initial de bleu, rentre chez toi. Ouais, mais tu vois, le contre initial de bleu, rentre chez toi, ça reste une carte pour une carte. C'est pas... Certes. C'est pas une fer, tu vois. Et la force of will que tout le monde trouve pété et tout ça, ça reste quand même... Tu dois quand même te défausser d'une carte active, d'une carte bleue de ta main pour pouvoir la jouer sans payer son coup de mana. Donc, t'as quand même des contreparties au contre-sort, voilà. Mais je dis pas que c'est pas équilibré en jeu, tu vois. Je dis que c'est pas très... Ça te manque. C'est pas très fun. Cool. Ouais, voilà, c'est pas fun, ouais. Parce que t'empêches l'autre de jouer. C'est un peu petit slip, ouais, voilà. Et moi, je trouve pas sympa. Alors, il y en a un tout petit peu dans le jeu, hein, notamment. Déjà, il faut dire que les sols permanents, c'est les champions. Que toi, t'en avais beaucoup, mais parce que t'avais fait le choix d'en avoir beaucoup. Mais sinon, il y en a 2-3. Enfin, c'est rare que les gens en stack 15 milliards. Les champions, tu peux de toute façon les défoncer à coup de dégâts, parfois à coup de pouvoir. Et le reste du temps, effectivement, quand ça n'est pas ton tour de jouer, t'as pas grand chose à faire sauf à comptabiliser les dégâts à la fin du tour quand ils te sont annoncés. Mais ça, on est peut-être un peu dans la tradition aussi des deck building où souvent en fait tu construis ta routine à toi et tu essaies juste d'aller un peu plus vite que les autres plutôt que vraiment d'aller foutre le bordel dans les
dans les decks des autres, quoi. Moi, ça me manque pas, quoi. Alors... Et il faut savoir aussi que je joue souvent en fait en duel. Et je trouve que c'est une mécanique qui est pas pénible quand on est nombreux à la table, parce que le joueur qui a la possibilité de faire un contre ou d'intervenir dans le jeu de quelqu'un d'autre, il va pas forcément taper sur la même personne en permanence. Quand tu es en duel et qu'il y a quelqu'un en face de toi qui a décidé de choper toutes les cartes de contrôle et qui systématiquement te savate la gueule en permanence, il y a un côté fatigant à encaisser, tu vois. Alors, je temporiserai ton c'est mon propos. ressenti. Je comprends parfaitement. Et je pense que c'est le ressenti de beaucoup de personnes qui ont commencé à jouer à Magic très tôt et qui ont arrêté. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le côté réaction de Magic, on va pas parler de Magic dans ce podcast, hein, c'est pas l'occasion, mais en gros, aujourd'hui, le côté réaction de Magic est beaucoup plus équilibré et crée des tensions dramatiques, je veux dire, au cours des parties qui sont vachement intéressantes. C'est-à-dire que tu vas répondre ça, ouais mais moi en fait avant je vais faire ça, et moi tu vois les combats de Naruto avec Shikamaru où les mecs sont en train de calculer, ouais mais si tu fais ça alors machin, nanana. Alors c'est quand même arrivé assez tôt dans Magic, parce que très tôt c'est posé des questions de priorité. D'accord. De qu'est-ce qui se résout en premier, etc. Dans les premières facs de Magic, ça a été. Je te jure qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de précision des règles, du détail en fait, et d'écriture. Les cartes sont mieux écrites. Je n'en doute pas. Qui fait qu'aujourd'hui, ces batailles de contre ou ces batailles de réaction, c'est-à-dire le fait qu'on puisse interrompre une action, deviennent vraiment le cœur du jeu, le sel incroyable de ce jeu, et ce qui fait ça et c'est ça qui me manque, par exemple, dans Shards of Infinity. Mais je comprends la frustration, mais je te dis, il manque quelque chose du charme de Magic par rapport à ça. Et après, c'est ok. Je veux dire... comme tu dis, 120 cartes. 120 cartes, d'une part. D'autre part, l'accessibilité. Ouais. C'est-à-dire que ça va avec une des grandes qualités de Shards of Infinity, qui est son accessibilité énorme. Là, je vois sur la boîte, il est écrit que du coup, le jeu est pour les 10 et plus. Magic c'est 12 et plus, 13 et plus, et pour accéder à la complexité dont je te parle là, c'est pas 13 et plus, c'est 13 ans d'expérience du jeu et plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu commences à jouer à 13 ans, c'est qu'à 26 ans que tu vas réaliser que le jeu a cette profondeur dont je suis en train de te parler là. J'exagère bien entendu, vous me connaissez, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un investissement dans Magic pour en prendre ce plaisir là où Shards of Infinity, on peut y jouer très facilement et très rapidement, en atteindre les profondeurs. Hard, comme on dit souvent, easy to learn, hard to master. Là, on est vraiment sur quelque chose comme ça avec Shards of Infinity. Et plus on connaît les cartes, et plus évidemment la profondeur de Shards of Infinity arrive, parce qu'il y a du méta. Si lui joue ça, alors moi j'ai intérêt à jouer ça, etc. etc. Et puis il y a quelles sont les cartes qui sortent, quelles sont les cartes qui sortent à mon tour, quelles ressources j'ai. Effectivement. Est-ce que autre petite frustration que j'ai eue avec Shards of Infinity, c'est cette idée que c'est con, j'avais un bon deck, mais je dois à la fin de la partie, je t'ai explosé avec, mais à la fin de la partie, je vais devoir le remélanger et je vais devoir le refaire à zéro, ou tu vois. Alors que dans Magic, une fois que tu as fait ton deck, quelque part, tu peux toujours éprouver sa mécanique. Là, mais ça t'oblige à la diversité, ça t'oblige aussi à te remettre en question, de retenter. Non, mais j'aime pas ça, moi, me remettre en question, j'aime pas ça. Ah, pardon. Autant pour moi. Et évidemment, bien sûr que si, ça permet effectivement de renouveler aussi ses propres stratégies et de réaliser que peut-être... donc très très bien. Tu vois, alors, si je peux me permettre une digression... Bien sûr. Voilà. Non, au contraire. Je fais un parallèle avec un jeu vidéo qui s'appelle Path of Exile. Qui est un Diablo-like assez connu, où justement la construction de personnages est très importante et très très variée. Et c'est un des jeux où je suis pas très frustré quand je joue en hardcore, c'est-à-dire en mort définitive de mon personnage, parce que ça me laisse l'opportunité de tester un autre build et de recommencer à zéro. Mais je sais que ça n'est pas le plaisir de tout un chacun, et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se vautrer dans le PMT et dans les expériences connues, répétables ad nauseam. Là, j'avoue que en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais tu veux retrouver... Par exemple, là, tu vois, j'ai réussi à comboter parfaitement avec les Homodeus. Merci, je cherchais le nom, les Homodeus. Si je veux essayer de réussir à recomboter comme ça un jour, eh bien, ma foi, il va falloir que je me focalise sur les Homodeus, etc. Et ça peut être pour moi une source d'erreur.
C'est-à-dire que dans la prochaine partie, je vais chercher... Tiens, par exemple, j'ai eu ce cas-là, concrètement, dans la deuxième partie qu'on a faite. Donc la première partie, je me suis fait défoncer au dégâts direct. Oui, mais tu connaissais pas la... Je connaissais pas la mécanique, évidemment. Mais du coup... Ouais, mais alors attends, je t'explique. Du coup, après, la partie d'après, j'ai fait... Oh, mais il faut à tout prix que je me défende du dégâts direct. Donc j'ai commencé à prendre beaucoup de boucliers. Et toi, en fait, t'as pris aucun dégâts direct. T'as pris du card advantage. Ouais. La deuxième partie, c'est pour ça que t'as gagné. Parce qu'en fait, au départ, moi, j'étais parti en mode... C'est toi qui l'as gagné, la deuxième. Tu m'as sorti la Shards of Infinity. T'avais 30 ans. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire j'étais sur le point de gagner. T'étais sur le point de gagner. Ouais, ça s'est joué à rien du tout. Hein, mais c'est toi qui as tiré la Shards of Infinity. En tout cas, en début de partie, je me suis senti mal à un moment donné parce que j'avais fait cette erreur-là. Je me suis dit, bah voilà, effectivement, au final, j'ai fini par la gagner à l'arrache à un point de vie. Effectivement, t'as raison, je t'ai volé cette partie. Mais non, tu me l'as pas volé et tu m'as offert une défaite que je n'avais jamais vue à deux, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à atteindre 30 ans. Alors, par contre, Globo, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que t'es beaucoup trop fair-play. Hein. C'est un jeu de compétition, faut être de mauvaise foi. Moi j'aime la bagarre. Enfin, si je gagne, tant mieux, mais moi ce que j'aime, c'est me battre, c'est tout. Ah, mais non, mais justement, tu vois, non. Enfin, bon. C'est rigolo parce que tu vois, les gens qui ont la gagne, t'as un bon état d'esprit, ils confondent souvent, enfin, ils imaginent que j'ai la gagne. Mais non, je sais pas que j'ai la gagne, moi, c'est juste que je suis bagarreur. Voilà. J'aime la chicane. Ouais. Mais t'es comme moi, donc on s'entend bien là-dessus parce que c'est exactement pareil. D'ailleurs, moi je m'en fous un peu. C'est toujours agréable de gagner. Oui, voilà. Quand on enchaîne les défaites, au bout d'un moment, quand même, ça influe sur le moral. On finit par trouver ça un peu pénible, mais... Bah, moi je m'en fous de gagner ou perdre à des jeux comme ça, mais par contre, je veux avoir la sensation d'apprendre. C'est-à-dire, je veux pas perdre. Ou avoir la sensation d'avoir fait du beau jeu, d'avoir sorti des trucs. D'avoir fait quelque chose quand même, tu vois, de pas avoir été ridicule. Et je trouve que Shards of Infinity là-dessus est vraiment pas mal. Il est assez dynamique, il y a peu de tours. Il peut arriver qu'il y ait un tour où t'aies pas beaucoup de cartes intéressantes, mais c'est assez rare, quoi. Ouais. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bon, après le lore, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense pas que l'univers est un énorme. Alors, j'ai beaucoup apprécié quand même, s'il faut le dire, que les cartes, on n'est pas dans Keyforge de Richard Garfield, c'est-à-dire que les cartes ont quand même un sens. Si t'as un champion, il a un nom et machin, c'est un champion et donc il reste en jeu, c'est normal. Le champion bouclier, le dessin, bah on voit qu'il a un bouclier, il protège, etc. C'est tout con, mais il y a une affordance en fait des cartes. Les cartes, elles ont sur leur design et dans leur construction de cartes, elles font des choses qu'elles sont censées faire de par le lore du jeu. Dans Keyforge par exemple, qui est un autre jeu de cartes. C'est un TCG aussi C'est un TCG jeu, mais bizarre parce qu'en fait tu achètes des paquets qui sont déjà préfabriqués, c'est très particulier. Mais je veux pas parler de Keyforge ici, ce dont je voulais parler sur Keyforge ici, c'était le fait que les cartes n'ont rien à voir. Par exemple, OVNI, piocher 3 cartes. Rien à voir. Okay. Alors que Magic, une contrainte, on voit la tête du mec qui se fait défoncer. C'est quelque chose qu'a très bien montré par exemple Alt 236 dans sa vidéo sur Magic sur YouTube. Si vous l'avez pas vu, foncez parce que c'est une des meilleures vidéos sur Magic et d'explication de Magic que j'ai jamais vues. À la fois en termes d'analyse et d'explication des règles. Il explique très très bien que les dessins et les cartes de Magic et les esprits en fait des cartes de Magic sont respectés. Une contrainte, bah oui, elle va te chercher dans la tête, donc elle te fait défausser une carte en main. Un truc, une étude attentive, oui, elle te fait piocher des cartes dans ta bibliothèque puisque tu es en train d'étudier attentivement quelque chose. Une potion de guérison, oui, elle te fait gagner des points de vie parce qu'effectivement, c'est ce que ça fait. Un ovni qui fait piocher 3 cartes, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Et donc tu vois, il y a quelque chose dans Keyforge qui fonctionne pas du point de vue de l'affordance des cartes. Ici, avec Shards of Infinity, on a un univers cohérent, des cartes qui sont bien accurate. Alors après, il y a des extensions que je connais pas. Il y en a une que je vise parce qu'elle permet notamment de jouer en coop contre une adversité. Tu vois, donc au lieu de se foutre sur la gueule, on a juste une adversité à battre. Okay. Donc ça, c'est mon prochain achat, mais... Ça peut être intéressant. Ouais, et peut-être que tu vois, avec les extensions, peut-être qu'ils développent ou qu'ils continuent à renforcer cet effet de l'or. Tu vois, je te cite un autre écueil vis-à-vis de ça, c'est Saint Seiya Deck Building. Saint Seiya Deck Building, par exemple, c'est un écueil parce que donc la série, c'est des gens qui font des duels contre des chevaliers pour sauver leur déesse, et le deck building, ça raconte rien. Tu prends des chevaliers dans ta main qui ont des effets, mais tu t'affrontes entre chevaliers, genre Iki va affronter Seyar et Yoga et Shun. Ouais, il l'a fait. Hein.
Oui, là, je suis d'accord, mais bon, le fait que Sean affronte Yoga, non, je crois pas. Au contraire, ils sont tout contre l'un contre l'autre, tu vois. Et donc, non, vraiment, je vois pas le rapport. Et en plus, tu prends des chevaliers qui n'ont rien à voir. Genre, Yoga, il va se battre avec le chevalier du Pan pour battre Phoenix. Ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, le jeu de cartes, le deck building, même si le deck building est intéressant, je sais qu'il y a des gens qui le défendent. Moi, je trouve que c'est juste un joli jeu et du joli matériel, mais qui est, à mon avis, pas un bon deck building. Bref, et donc personnellement, pour moi, le jeu ne fait pas ce que son univers raconte. Là où Shards of Infinity, on a bel et bien des personnages qui s'affrontent pour le pouvoir dans un univers où seul compte l'éclat, et une fois que l'une des civilisations aura atteint, on est dans un univers de space opéra en gros, une espèce de truc à la Dune, avec des maisons ou des peuples qui se font la guerre pour l'éclat, et donc on est vraiment, on a quelque chose, je trouve, du point de vue de l'univers et du deck building, de la prédation des ressources comme on est en prédation des cartes, qui me semble beaucoup mieux en affordance, beaucoup plus adéquat, beaucoup plus intelligent. Et donc voilà ce qui me plaît aussi dans Shards of Infinity. Tout ça quoi. J'ai beaucoup aimé le truc des boucliers justement. Le fait que quand tu es la carte, je trouve ça c'est vraiment une mécanique sympa. Et j'aimerais qu'il y en ait d'autres comme ça. Ben en fait, ce que l'on retrouve un petit peu, c'est des effets avec certaines contraintes, tu vois, du genre tu peux aller récupérer dans ta défausse des cartes, etc. Et donc, un peu comme le bouclier des fois il est frustrant parce que tu as un gros bouclier en main, mais c'est le tour où ton adversaire touche pas de carte à dégâts. Ou alors tu pioches ton bouclier parce que tu as des cartes qui t'ont dit piocher X cartes, mais du coup ton bouclier, si tu le pioches, bah, tu l'as pas pu l'avoir en main quand on te faisait des dégâts et encaisser. Parce que dans Shards of Infinity, il faut préciser quelque chose, c'est qu'on ne garde jamais sa main. Sa main, en fait, on a toujours 5 cartes. Une fois qu'elle est jouée, elle est discardée. Une fois qu'on a fait son tour avec les 5 cartes, les 5 cartes sont défaussées et on reprend 5 cartes. Chaque tour, on fait avec 5 nouvelles cartes, au moins. Et c'est pareil, tu vois, il y a plein de cartes qui te disent bah, allez rechercher ça dans la défausse ou détruisez dans la défausse. Et donc, il y a des moments où tu pioches les cartes, mais tu n'as pas de défausse. Il y a des moments où tu as ton bouclier mais tu prends pas de dégâts. Il y a des moments où tu pioches ton bouclier alors que c'est pas le tour de l'autre. Alors que tu voulais l'avoir pendant le tour de l'autre. Donc il y a plein de petits effets un peu conditionnels comme ça qui parfois se goupillent bien, parfois se goupillent pas bien, quoi. Des effets de tempo, quoi. Les cartes, par exemple, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire putain, mon deck sort à l'envers, quoi. Genre j'avais mis des cartes pour qu'elles combattent avec telle ou telle carte, et en fait c'est les cartes qui devaient comboter avec les secondes cartes, enfin bref, le jeu sort à l'envers, quoi. Carte numéro 1 doit comboter avec carte numéro 2, pas de bol, c'est carte numéro 2 qui sort avant numéro 1, et du coup les deux sont inutiles, là où les deux auraient été surpuissantes si elles avaient été dans le bon sens. Elles étaient ensemble. Ouais. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et là aussi on retrouve des sensations, des frustrations, mais aussi du coup cette frustration de ne pas avoir les cartes qui sortent dans le bon sens, bah, c'est aussi le plaisir quand elles sortent dans le bon sens et que tu fais le truc de fou que t'attendais et tout ça. Et donc là aussi on retrouve du plaisir qu'on ressent beaucoup dans les jeux de deck building et jeux de cartes. Et ces effets sur les cartes font qu'en fin de partie, il y a une petite recherche, tu vois, te dire, alors si je prends celle-là, plus celle-là, je vais rechercher celle-là, et puis je sors celle-là, et puis j'achète celle-là, et puis pour essayer de construire des gros dégâts. Ouais. C'est assez génial. Ça, c'est le petit côté un petit peu kiffant du deck building, entre guillemets, quoi. C'est ce côté-là, quoi. Super, tip top. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, je trouve vraiment très très bien. Un peu à l'image de Race for the Galaxy, je crois. J'ai trouvé que le lore était bien fait, c'est intéressant, enfin vraiment très très bien. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Globo, sur le jeu ? Merci pour ces parties, merci pour le podcast. Et puis. Et alors Ultra Pro, là, je vois Ultra Pro Entertainment. Je pense que c'est la boîte américaine, ça. C'est eux qui les ont sortis en américain. Et la traduction, elle est faite par Yellow. Ah, d'accord. Qui est une boîte lorraine à Haïcourt, je vois. Ouais. Ah oui, donc 2018 Ultra Pro sort aux États-Unis et 2020-2021 Yellow pour la version française. C'est intéressant parce que Ultra Pro à la base, donc c'est un fournisseur de matériel pour sleeves, Magic. Ouais. Effectivement, donc Stoneblade Entertainment. Pareil, Stoneblade. Ah non, c'est Stoneforge le nom de Magic, mais Stoneblade, ça me fait penser à Magic aussi, évidemment. Ouais, ok.
Bah, très, très, très intéressant. Oh, puis on a oublié de dire un truc de fou. Ah. C'est que le jeu et les tours du jeu se font dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de phase de jeu Ouais. comme dans Magic où on a la phase de dégagement, la phase de machin. On peut séquencer ses actions. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'Orcana aussi. T'as essayé l'Orcana ou pas Non, du tout? j'ai Je sais pas plus, je t'ai essayé. demandé tout à l'heure. Non, Mais... non, non. Donc le nouveau jeu de Deck Building, pas du tout, le nouveau TCG de Disney, enfin le TCG de Disney maintenant, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il est sorti. Et là, c'est pareil, t'as pas de phase de tour, tu fais les choses comme tu veux, dans l'ordre Ouais. que tu veux. Ça, c'est vachement bien, c'est hyper bon pour l'accessibilité en fait. Et dans Shards of Infinity, les tours sont assez dynamiques. Il n'y a pas de tour à blanc où tu te fais chier, où tu n'as rien à faire. Au pire, tu n'as pas grand-chose à faire. Mais et les tours sont rapides, tu passes pas 10 plombes à attendre que les gens en fassent et jouer leur tour. C'est un petit peu plus long en fin de partie, mais pas tant que ça. Non, ouais, non, c'est très bien. Le débutant est plus lent que le joueur aguerri, je dirais. Oui, forcément. Voilà, le temps d'apprendre les cartes. C'est normal, hein, le temps de lire les cartes, de les apprendre, etc. Par contre, dès qu'on commence à avoir fait, moi j'avais fait la 2 parties déjà, à bout de 2 parties déjà, j'étais nettement moins lent, ça tournait beaucoup plus vite. Et quand on est vraiment expert, là on commence à, enfin, c'est-à-dire pour moi il faut être à 3 parties. À partir de 3 parties, là on commence à jouer vraiment de façon extrêmement fluide, ça va très très vite. Du coup on s'ennuie jamais. On réfléchit même, c'est rigolo parce que je me suis retrouvé parfois à réfléchir à ta place, à me dire qu'est-ce Moi que aussi, je ferais, souvent je le fais. machin, et donc du coup tu t'amuses même pendant le tour de l'autre parce que Ouais. tu vois des trucs qui, ah mais moi j'aurais pas fait comme ça. Tiens, je connais son deck, peut-être qu'il ferait mieux de prendre telle carte. Ah, Ouais. il prend l'autre, Ah, tiens. tiens, c'est marrant. ouais, ouais. ouais, Il y a des moments où je t'ai pourri la vie en prenant des cartes qui auraient pu Bien t'arranger. sûr, bien sûr. Voilà, parce que du coup, tu commences à avoir une lecture du jeu qui est suffisante pour pouvoir voir ce que l'autre fait. Parce qu'au début, Ouais. première partie, t'es dans ton monde. T'essayes de faire ton Oui, truc et oui, déjà, si tu et te de débrouilles, comprendre comment ça tourne. c'est ça exactement. Alors que là, à partir de la deuxième et de la troisième partie, tu commences déjà à réfléchir un petit peu au-delà. Donc, non, très accessible, très intéressant. Vraiment, ça vaut 20 balles. Franchement, pour 20 balles, c'est un super jeu. C'est vraiment très, très Alors intéressant. peut-être 22 ou 23, tu vois, mais c'est Mais en tout entre cas, 20 voilà, et je trouve ça 25, grand vraiment max, bien. ouais. Vraiment bien. Merci beaucoup, Globo. Merci Romaric. À bientôt À tout le très monde. bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.